Chapitre 5. Oliver Twist relate les circonstances d'une rencontre fort importante pour l'avenir d'Oliver. Enfin, un matin, Oliver obtint la permission qu'il avait tant réclamée. Fagin le laissa aller sous la tutelle de Shirley et de Philou. Les trois garçons se mirent en route. Le Philou, avec ses manches retroussées, comme d'habitude, maître Batte, avec les mains enfoncées dans les poches, et Oliver qui marchait entre les deux, en se demandant à quelle branche de leur activité il serait initié en premier. L'allure à laquelle ils avançaient était si molle qu'Oliver commença à penser que ses compagnons voulaient tromper le vieillard en n'allant pas du tout au travail. En plus, il faisait montre de notions bien vagues du droit de propriété, car il fauchait des pommes aux étalages et les faisait disparaître dans leurs poches qui semblaient sans fond. Oliver trouvait ces façons si répréhensibles qu'il s'apprêtait à leur annoncer son intention de rentrer à la maison, quand son attention fut attirée par un changement singulier dans le comportement du Philou. Il venait juste d'émerger d'un passage étroit dans les parages de la place Clerkenwell, quand ce dernier s'arrêta, mit un doigt sur ses lèvres et fit reculer ses camarades avec la plus grande circonspection. « Qu'y a-t-il » demanda Oliver. « Chut !» dit le Philou. « Tu vois ce vieux monsieur, à l'étalage du libraire, de l'autre côté de la rue. Il fera l'affaire. »« Une affaire de première, » commenta Charles Batte. Oliver les considéra avec surprise, mais il ne put pas leur poser d'autres questions, car ils traversèrent la rue et allèrent se planter derrière le monsieur. Oliver fit quelques pas, puis, ignorant s'il devait avancer ou reculer, demeura sur place à les regarder bouche bée. Le vieux monsieur était un personnage des plus respectables. Tête poudrée et lunettes d'or, il était vêtu d'un manteau vert bouteille, d'un pantalon blanc, et portait une canne qui tenait glissée sous le bras. Il avait pris un livre qu'il dévorait avec autant d'attention que s'il était assis dans le fauteuil de son bureau, et, à l'évidence, il ne voyait ni la librairie, ni la rue, ni les gamins, ni rien d'autre que le livre. Quelle ne fut pas l'horreur d'Oliver quand il vit le Philou plonger sa main dans la poche du monsieur, en tirer un mouchoir, le passer à Shirley et finalement fuir avec son complice à toutes jambes. En un instant, tout le mystère des mouchoirs, des montres, des bijoux et de l'existence même de Fagin se dévoila à l'esprit d'Oliver. Il resta un moment interdit. La terreur faisait bouillonner son sang. Puis, épouvanté et ne sachant plus ce qu'il faisait, il détala aussi vite que ses jambes le lui permirent. Tout cela prit moins d'une minute. Au moment où Oliver se mettait à courir, le vieux monsieur mit sa main dans sa poche et, n'y trouvant pas son mouchoir, se retourna. Voyant le garçon qui s'enfuyait, il pensa que c'était son voleur et, sans lâcher son livre, se mit à courir à ses trousses, en hurlant « Au voleur, au voleur !» de toutes ses forces. Le monsieur ne fut pas longtemps seul à crier « Au voleur !» Le Philou et Shirley Batte s'étaient arrêtés sous le porche d'une maison. À peine eurent-ils entendu le cri et vu Oliver qui courait qu'ils sortirent pour crier eux aussi « Au voleur !» et se joindre à la poursuite. « Au voleur !» En un instant, une foule compacte fut aux trousses d'Oliver qui, bien qu'à demi mort de terreur, faisait appel à tous ses muscles pour conserver un peu d'avance sur ses poursuivants. « Au voleur ! Au voleur !» On l'arrêta d'un coup au visage, qu'il n'avait pas vu venir, et qu'il l'étendit raide sur le trottoir. La foule s'empressa de l'entourer. « Voilà le vieux monsieur, il arrive. Écartez-vous, laissez passer le monsieur. » Oliver était allongé par terre, couvert de poussière. Il saignait de la bouche. Il regardait sans comprendre la foule qui l'encouturait. « Pauvre garçon, » dit le vieux monsieur, « il s'est fait mal. »« Mais non, » dit un gros lourdeau à casquette. « J'y ai collé un coup de poing, même que je m'ai coupé la main contre ses dents. » Le vieux monsieur considéra la foule avec dégoût
et sans doute serait-il parti si un policier, la dernière personne d'ordinaire à se montrer en pareille circonstance, n'avait pris Oliver par le collet. « Allez, lève-toi » dit-il rudement. « Ce n'est pas moi, monsieur, » dit Oliver sur le ton du désespoir. « Ce sont les deux autres garçons. »« Bien sûr, » dit l'agent en haussant les épaules. « Ne lui faites pas de mal, » dit le vieux monsieur avec compassion. « Oh que non, » répondit l'agent qui, pour prouver le bien fondé de cette affirmation, déchira la veste d'Oliver jusqu'au milieu du dos, en le tirant par le col. « Mets-toi sur tes jambes, petit démon !» Oliver fit l'effort de se relever et l'agent l'entraîna jusqu'au bureau central de police, qui était tout voisin. Le vieux monsieur les accompagna, marchant à côté de l'agent, ainsi qu'une partie de la foule. On fit passer Oliver sous une voûte basse, puis une cour malpropre, pour entrer dans ce sanctuaire de la justice sommaire. Là attendait un homme de haute taille, avec une énorme moustache sur le visage et un énorme trousseau de clés à la main. « C'est quoi ?» demanda-t-il sur un ton blasé. « Voleur à la tire » répondit l'agent qui traînait Oliver par le collet. « Vous êtes la victime ?» demanda la moustache au vieux monsieur. « Oui, en effet, mais je ne suis pas sûr que cet enfant-ci est celui qui m'a volé. J'aurais préféré que l'affaire en restât là. »« Faut voir le juge. »« À cette heure, monsieur. Son honneur sera libre dans une demi-minute. »« Et toi, gibier de potence, oust !» C'était à l'intention d'Oliver, une invitation à passer par une porte qu'il ouvrit tout en parlant et qui donnait sur une cellule en pierre. Le vieux monsieur fut aussi consterné qu'Oliver quand on enferma ce dernier à clé. Il regarda en soupirant le livre qui était, bien innocemment, à l'origine de tout ce dérangement, et se mit à faire les 100 pas, tout en se tapotant le menton, de façon pensive. « Dans le visage de cet enfant, se dit-il, il y a quelque chose qui me touche. Se peut-il qu'il soit innocent? Il me rappelle... Et où ai-je déjà vu une figure comme la sienne? Il ressemble... » Il gagna la salle d'attente du prétoire, où, assis seul dans un coin, il convoqua toute une assemblée de visages qui avaient disparu sous le voile de poussière du temps. Mais aucun n'était ressemblant. Il finit par se dire « Non, ce doit être mon imagination ». Puis, étant un monsieur distrait, il se replongea dans le livre et oublia tout le reste, jusqu'à ce qu'il sente une main sur son épaule. C'était le geôlier, qui le pria de le suivre et le mit en présence du célèbre monsieur Fang. Ce dernier était assis au fond de la salle, derrière une balustrade, près de la porte. Enfermé dans une sorte de petit enclos de bois, se trouvait déjà le pauvre Oliver, tout effrayé par la sévérité du lieu. Monsieur Fang était un homme de taille moyenne, maigre, avec le dos long, le cou raide, peu de cheveux son visage était très rouge, et s'il n'avait pas été dans l'habitude de boire, il aurait pu faire un procès à sa physionomie et empocher de substantiels dommages et intérêts. Le vieux monsieur le salua, posa sa carte sur son bureau en disant « Voici mon nom et mon adresse, monsieur. » Puis il recula de 3 pas et attendit qu'on l'interroge. Pour l'heure, monsieur Fang était occupé à lire un éditorial relatant un jugement qu'il avait prononcé récemment et qui le recommandait pour la 350e fois à l'attention toute spéciale du ministre de l'Intérieur. Il était en fureur. Il leva la tête avec un air renfrogné. « Qui êtes-vous » Surpris, le vieux monsieur montra sa carte du doigt. « Sergent, quel est cet individu » demanda M. Fang, en jetant la carte en même temps que le journal.
« Mon nom, monsieur, dit le vieux monsieur, est Bronslow. Permettez-moi à mon tour de m'enquérir de celui du magistrat qui se permet d'insulter gratuitement un respectable citoyen. »« Sergent, hurla monsieur Fang, de quoi est-il accusé ?»« Ce n'est pas l'accusé, votre honneur. Il comparaît comme plaignant contre ce garçon. » Son honneur le savait parfaitement, mais c'était un moyen sans risque pour lui d'être désagréable avec les gens. « Faites prêter serment à cet homme, dit M. Fang. M. Bronslow allait éclater, mais il se dit que s'il laissait libre cours à son indignation, cela nuirait au garçon, de sorte qu'il se retint et se résigna à prêter serment. Maintenant, monsieur Fang, de quoi cet enfant est-il accusé ? Eh bien, j'étais à l'étal d'un libraire. Silence, monsieur, dit monsieur Fang. L'agent de police, où est l'agent de police ? Qu'il prête serment. Vous, l'agent, de quoi s'agit-il ? Le policier déclara qu'il avait arrêté l'enfant, qu'il avait fouillé, qu'il n'avait rien trouvé sur lui et qu'il n'en savait pas plus sur l'affaire. « Y a-t-il des témoins ?»« Aucun, votre honneur, répondit le policier. Monsieur Fang resta silencieux un petit moment avant de se retourner vers monsieur Bronslow. Il était visiblement dans une colère noire. « Allez-vous, oui ou non, formuler votre plainte ? Attention, vous avez prêté serment. Si vous restez là à refuser de fournir des preuves, je vous punirai pour outrage à magistrat. Je le ferai, nom de... » Nom de qui? Nom de quoi? Personne ne le saura jamais, car le greffier et le geôlier toussèrent très fort à ce moment-là. M. Bronslow essaya alors de raconter les faits, malgré bien des interruptions et des injures, en faisant remarquer qu'il avait couru après le garçon seulement parce que celui-ci s'était enfui. Il exprima l'espoir que le magistrat le traiterait avec autant de douceur que la justice le permettait. « D'ailleurs, cet enfant a été déjà blessé, dit-il pour conclure. « Mais oui, dit M. Fang en ricanant. « Allons, petit drôle, arrête tes simagrées. Avec moi, elles ne prendront pas. Ton nom ?» Oliver essaya de répondre, mais la voix lui manqua. Il était pâle comme la mort. « Ton nom, petit scélérat. Officier, quel est son nom ?» Ceci s'adressait à un personnage carré en veste rayée, qui se tenait près du box des accusés. L'homme se pencha sur Oliver, le trouva hors d'état de comprendre la question et, sachant qu'une absence de réponse rendrait le juge encore plus furieux, il dit au hasard : « Il affirme s'appeler Tom White, votre honneur. »« Alors, il ne veut pas parler ? Très bien, très bien. Où vit-il ? » « Où il peut, votre honneur, dit le policier, après s'être livré au même manège. A-t-il des parents ? » « Ils sont morts, risqua le policier en répétant l'histoire habituelle. À ce point de l'interrogatoire, Oliver leva la tête et demanda d'une voix éteinte qu'on lui donne un peu d'eau à boire. « N'essaie pas de me prendre pour une imbécile !» s'exclama M. Fang. « Je pense qu'il est vraiment malade, dit le policier en veste rayée. « Je connais le truc, dit M. Fang. « Prenez garde, il va tomber, dit M. Bronslow en levant les mains. « S'il veut tomber, eh bien qu'il tombe, dit M. Fang. » Oliver profita de cette permission pour s'évanouir et tomber au sol. Greffier et policier se regardèrent, mais aucun ne bougea. « Quand je disais qu'il jouait la comédie, dit M. Fang, comme si cet évanouissement le prouvait. Laissez-le par terre, il en aura vite assez. » « Comment allez-vous conclure ce cas ? » demanda le greffier. « 3 mois de prison, » répondit M. Fang, « avec travail forcé. »« Bien entendu. Allez, débarrassez le prétoire. » On ouvrait déjà la porte
et 2 gardiens s'apprêtaient à emporter le pauvre Oliver, toujours évanoui, dans sa cellule, quand un homme d'un certain âge entra dans la salle d'audience et se hâta de gagner la barre. « Attendez, pour l'amour du ciel, ne l'emmenez pas! Attendez !» cria le nouveau venu, autant que son souffle court le lui permit. M. Fang ne fut pas qu'un peu scandalisé de voir cet indésirable venir semer le désordre dans sa salle d'audience. « Qu'est-ce que c'est encore? Silence! Jetez-le dehors! On ne m'empêchera pas de parler. Je suis le libraire, et j'ai tout vu. Vous devez entendre ma déposition, monsieur Fang. » L'homme avait raison. Il semblait déterminé, et l'affaire devenait un peu trop sérieuse pour être prise à la légère. « Faites prêter serment, » grogna M. Fang de fort mauvaise grâce. « Et maintenant, qu'avez-vous à dire ?»« J'ai vu 3 garçons, 2 autres et celui qui est dans le box. Le vol a été commis par un des deux autres garçons. Je l'ai vu faire, et j'ai vu aussi que cet enfant était totalement stupéfait. » Le libraire fit le récit détaillé de toutes les circonstances du vol. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» demanda M. Fang quand il eut terminé. « Je n'avais personne pour garder la boutique. Il y a seulement 5 minutes que j'ai trouvé quelqu'un. Je suis venu aussitôt en courant. »« L'accusateur était en train de lire ?» demanda M. Fang. « Oui, » répondit le libraire, « justement, le livre qu'il a à la main. »« Ah, ce livre qu'il a là. L'a-t-il payé ?»« Non, » dit le libraire en souriant. « J'ai oublié, » s'exclama le vieux monsieur distrait. « Vous avez préféré traîner cet innocent en justice ?» dit M. Fang, en faisant des efforts comiques pour nous donner l'air compatissant. « Je considère, monsieur, que vous vous êtes approprié ce livre dans des circonstances douteuses. Estimez-vous heureux que son propriétaire ne porte pas plainte. Et n'y revenez pas, sinon, la prochaine fois, la main de la loi s'abattra sur vous. Acquittez, évacuez la salle. »« Morbleu !» s'écria M. Bronslow, en laissant éclater la rage qu'il avait si longtemps retenue. « Morbleu, je vais... » « Faites évacuer la salle !» hurla M. Fang. L'ordre fut exécuté, et malgré son indignation, M. Bronslow fut poussé dehors. Mais quand il fut dans la cour, sa colère tomba d'un coup. Le petit Oliver gisait sur le pavé, la chemise ouverte. Il était pâle comme un mort, et un tremblement compulsif le parcourait tout entier. « Pauvre petit, dit-il en se penchant sur lui. Faites chercher une voiture, je vous prie, vite. » On trouva une voiture avec beaucoup de précautions. Oliver fut étendu sur le siège, puis M. Bronslow monta s'asseoir près de lui. La voiture démarra. Elle parcourut à l'envers presque le même chemin qu'Oliver avait pris quand il était entré à Londres avec le filou. Seulement, après avoir pris une direction différente à Islington, elle finit par s'arrêter devant une petite maison dans le secteur de Pentonville. Sans perdre de temps, on prépara le lit, sur lequel M. Bronslow eut la satisfaction de voir son jeune protégé installé confortablement, pour y être soigné avec une tendresse et une attention sans limite. Mais pendant plusieurs jours, le pauvre Oliver demeura inconscient de la bonté de ses nouveaux amis. Le soleil se leva et se coucha, puis il se leva de nouveau et se coucha pareillement, plusieurs fois, sans que le garçon ne bouge du lit, où le tenait la forte fièvre qui le rongeait. Puis, faible, pâle, amaigri, il finit par sortir de ce qui semblait bien avoir été un mauvais rêve. Se soulevant un peu sur le lit, il regarda avec appréhension autour de lui. « Où suis-je » demanda-t-il. « Où m'a-t-on transporté ?» Comme il était très faible, il put seulement murmurer ces mots, mais ils furent entendus tout de suite. Le rideau du lit fut tiré, et une dame âgée aux allures maternelles se leva du fauteuil placé près du chevet. « Chut, cher enfant, dit-elle avec douceur.
Il faut rester bien tranquille, sinon la maladie te reprendrait. Recouche-toi, mon chéri. » Elle lui caressa gentiment la joue, lui donna à boire, et Oliver s'assoupit doucement. D'avoir parlé l'avait épuisé. Au bout de 3 jours, il fut en état de s'étendre sur une chaise, longue, garnie d'oreillers. Comme il ne pouvait pas marcher, la vieille dame l'avait fait porter en bas. Elle était en train de réchauffer sur un petit réchaud une casserole de bouillon, quand, voyant qu'Oliver ne quittait pas des yeux un portrait accroché juste en face de son fauteuil, elle demanda : « Aimes-tu les tableaux, mon chéri ?»« Je ne sais pas, répondit-il. J'en ai vu si peu que je ne sais pas. Mais que la figure de cette dame est belle et douce, qui est-ce ? Je n'en sais rien, mon chéri. Personne que nous, ni toi, ni moi, ne connaissons, en tout cas. Tu es sûr qu'il ne te fait pas un peu peur ? Oh non, s'empressa-t-il de répondre. Mais ses yeux semblaient si tristes. Ils ont l'air de se poser sur moi, et cela me fait battre le cœur, comme si elle voulait me parler, sans y réussir. Doux Jésus, ne parle pas ainsi, tu es fatigué et impressionnable après ta maladie. Attends, je vais retourner ton fauteuil. Comme ça, tu ne le verras plus. Voilà, dit-elle en ajustant le geste à la parole. Oliver continuait de le voir avec les yeux de son esprit, mais il ne voulut pas alarmer la vieille dame en le lui disant. Il lui sourit gentiment, et elle, satisfaite de constater qu'il allait mieux, émietta du pain grillé dans le bouillon. Puis Oliver avala le tout. Ce fut alors qu'on frappa doucement à la porte. « Entrez !» lança la vieille dame. Et M. Branslow entra. Oliver fit une tentative pour se lever, qui le vit aussitôt retomber en arrière, dans les coussins de la chaise longue. « Pauvre petit, dit le vieux monsieur, il est encore si faible. Lui avez-vous donné à manger, madame Bedwin ? » Il vient de prendre un bol de consommé, répondit madame Bedwin. Pouah, dit M. Branslow en frissonnant, 2 verres de Porto lui auraient fait encore plus de bien, n'est-ce pas, Tom White ? Je m'appelle Oliver, monsieur, répondit le malade d'un air étonné. Oliver ? dit M. Branslow. Oliver White ? C'est bien ça ? Non, monsieur, Oliver Twist. Oliver Twist ? Mais pourquoi avoir dit au juge que c'était White ? Je ne lui ai rien dit de tel, monsieur. Cela ressemblait tellement à un mensonge que M. Branslow considéra un moment le visage d'Oliver avec sévérité. Il n'était pas possible de douter de sa parole. La vérité se lisait sur ses traits amaigris. Il s'agira d'une méprise, songea le vieil homme. Il n'avait plus aucune raison de fixer Oliver, mais à ce moment-là, le souvenir de la ressemblance du garçon avec un visage connu lui revint si fort à l'esprit qu'il continua de le regarder avec attention. « Par exemple, s'exclama-t-il, Bedwin, regardez, là et là. » En parlant, il montra le tableau fixé au mur derrière la chaise, puis la figure de l'enfant. C'était la copie vivante du tableau. Oliver ne sut pas la cause de cette exclamation, incapable de supporter l'émotion qu'elle lui causa. Il s'évanouit.